Alors, les 9 louves, elles ont été élaborées dans je dirais, dans un processus de guérison. La louve du Capitole, elle fait partie de mon histoire personnelle aussi, parce qu'enfant, j'allais en vacances à Rome avec ma mère, et je me suis beaucoup attachée à la louve de Romulus et Rémus, parce qu'il s'avère qu'à l'époque, on pouvait la toucher. Actuellement, elle est à la mairie de Rome, elle est d'ailleurs, je pense, sous aquarium, mais à l'époque, on pouvait la toucher, et moi, j'étais très très jeune, et j'avais du mal à comprendre ce qu'était finalement un mythe. Et c'est vrai que cette louve, allaitant des jumeaux abandonnés, me laissait extrêmement perplexe en réalité. Je ne comprenais pas comment elle pouvait être, comment dire, euh, comment cette louve pouvait être à l'origine de la fondation de Rome, en quelque sorte. Pour un enfant, c'est très complexe de comprendre ça. En plus, cette légende en fait de la louve, elle a été fort contestée. C'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est un récit qui a réussi à contaminer tout un imaginaire collectif. On dit que la louve, c'est une loupa, ça signifie en fait une prostituée, et cette louve allaitant des enfants abandonnés, qui a été considérée donc dans l'histoire par la suite comme une prostituée, je dirais que ce récit collectif m'a mise en colère, mais terriblement en colère. C'était un moment donné de ma vie où je crois que je ne supportais plus que quelque récit que ce soit puisse souiller en fait l'image de la femme, cette femme protectrice, reproductrice et nourricière qui est la louve en plus. Hein. Donc j'ai ressenti une très 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 forte colère et j'ai entamé donc ce travail des louves. La première louve, elle est toujours particulière car c'est la première d'une série. Donc la première louve s'appelait Atavisme, qui vient d'Atavi, ancêtre, avec des héritages qui réapparaissent et qui souvent sont imprévus. Donc cette première louve, en effet, me fait penser à un strange fruit, car elle était présentée en fait sur une potence. Et, et en réalité, si je parle de strange fruit, parce que fruit, je ne sais comment le prononcer, c'est parce qu'il s'agit d'une décapitation symbolique d'un système de représentation qui oriente nos regards à l'endroit des femmes et par superposition au Strand Street une mémoire violente de l'héritage de mon histoire. Donc cette première louve est fondamentalement une cure, celle de la décapitation d'un imaginaire collectif. Alors les louves qui s'en suivent, elles avaient une mission qui est, je dirais, celle de protéger le Panthéon. Donc, dont Red Cross, qui date de 2015 et qui serait la jumelle d'Amphi, qui est une autre louve qui signifie des deux côtés, autour. Ensuite, il y a eu la Piti, il y a eu Myrte, qui est un symbole d'amour, la Lopa, Postscriptum. Enfin voilà, il y a eu une série de louves comme ça, qui avaient pour chacune d'elles une mission très très précise, justement pour pouvoir restaurer le féminin sacré. Donc, Red Cross, en fait, c'est une louve dans laquelle il y a un mot qui pour moi est très important, c'est golem, qui signifie tes yeux ont vu, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc ça, pour moi, c'est toute la symbolique vraiment de la conscience, en fait. C'est ce que j'appelle la conscience mystique. Voilà. Red Cross est une louve médecine. Elle veille sur des notions éthiques fondamentales qui concernent le soin du corps en situation de guerre. C'est vrai que c'est une louve, sa mission, c'est de gérer voilà, tout ce qui touche au tremblement de terre, les disettes, les pandémies, les situations complexes, les internements, les violences. C'est une gardienne de seuil, c'est vraiment la louve, je dirais, de toutes mes louves la plus investie sur le terrain. Elle est guidée par des principes fondamentaux de gestion et de pacification, d'humanité, de neutralité, d'indépendance.
de volontariat, de droit d'asile, d'unité et d'universalité. Cette louve, c'est par essence la figure maternelle. Je pense qu'elle est assez autobiographique puisque elle se rapporte à la mère et aux transmissions. Ma mère a géré durant plusieurs années un centre hospitalier. Elle a mis en place avec des équipes de médecins et chercheurs quantité de missions et de projets pour répondre sur le terrain, en Afrique, du moins au Gabon, aux besoins de malades issus de milieux indigènes. Et donc, elle a mis en place tout un processus d'abolition du code de l'indigénat, encore en place à cette époque post-coloniale, concernant les soins du corps et de la personne dans un contexte particulier qui est celui de, on va dire, de l'Afrique équatoriale française. Donc, c'est une louve autobiographique qui a orienté véritablement mon rapport à l'œuvre, la cure et la responsabilité collective. Red Cross, c'est la louve de mes expériences aussi en Haïti et aussi surtout le questionnement de la présence des instances humanitaires nombreuses, donc des ONG qui ont parfois des logiques humanitaires asymétriques sur ces territoires qui sont très très affectés par des tremblements de terre, par une absence totale de politique publique sanitaire, on va dire. Voilà. Oui, oui, elles sont bien sûr fabriquées différemment parce que ça entre dans tout un processus, je dirais, d'immersion et de méditation, puisque c'est au fil de mes recherches. C'est un travail qui est très long, en fait. Au fil de mes recherches, puisque je passe des journées et des journées entières à prélever des mots dans le dictionnaire, dans l'étymologie du dictionnaire des mots du dictionnaire de la langue française. Donc, c'est presque, je dirais, un moment où je suis... bon, c'est des moments où je ne ressens pas trop mon corps, je suis vraiment... je rentre dans des récits, en fait, je voyage à ce moment-là. Il y a des mots qui me paraissent très logiques dans ces cheminements, des proximités des mots, des frottements de mots. J'entends, en fait, c'est comme si j'entendais des sons à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est cette immersion dans le dictionnaire qui crée son propre récit. Et en fonction des résonances, parce qu'un mot me renvoie à un autre mot, et ce mot me renvoie à une histoire, qui me renvoie à une mémoire. Donc, je fais des grands écarts comme ça en fonction des mots et des prélèvements. Et c'est vrai que ces mots me renvoient effectivement à des gestes. Et ces gestes, donc, m'amènent à choisir des matériaux assez différents, comme des fils de soie. J'enroule mes mots, ou alors parfois j'utilise de la résine de koumé, qui est une résine sacrée. De temps en temps, j'utilise du blanc de meudon. Parfois, je ne l'utilise pas. J'utilise parfois des cordes de chanvre ou pas. J'introduis parfois des plumes ou pas, des fleurs de coton ou pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand je parle de reliquaire, au fil de mes gestes, je dirais, je fais monter la louve, et c'est cet ensemble de gestes en quelque sorte qui vont amener, je dirais, la présence, la présentia et la potentia, parce que je parle souvent de présentia et de potentia. Donc cette présence particulière de la louve, il y en a une d'ailleurs notamment pour laquelle j'ai utilisé essentiellement des tétines, qui est, elle, la louve la plus jeune d'ailleurs. Pour moi, elle a 25 ans, elle est très jeune, parce que c'est une très très jeune louve allaitante. Elle est piquante, elle est assez violente, mais en même temps, elle est bienveillante. Voilà. Donc, les matériaux aussi vont donner une identité à ces louves assez particulière. Donc, lorsque j'ai été invitée à la Galerie Saint-Séverin par la commissaire Alicia Knock, il est vrai que ces 9 louves, les 8 louves sont suspendues. Et dans le cadre de cette exposition, donc à la Galerie Saint-Séverin, j'ai réalisé une performance de 3 jours dans la vitrine, parce que cette galerie est très petite, autour de la dernière louve, la Lopa, qui s'appelle Myrte également, qui donc est la dernière louve qui repose, je dirais, sur un socle.
Je pense que là, j'ai travaillé plus particulièrement cette Louvre comme un reliquaire, c'est-à-dire qu'elle contient de nombreux mots mystiques et l'ensemble s'équilibre, je dirais, entre le profane et le sacré. Elle incarne pour moi, c'est pour ça aussi que je parle de reliquaire, elle incarne pour moi l'esprit restauré de la Louvre du Capitole. Donc je pense que la dernière Louvre, c'est le dernier point d'orgue de cette restauration, où je décline un ensemble de mots, comme par exemple paradoxe, patrie, mère patrie, petite patrie, la patrie de, l'apparence, l'os, oscillé, quieta, apatride, assonant, voilà, nénette, impie, etc. Et c'est vrai que tous ces mots, toutes ces déclinaisons de mots sur lesquels j'ai pu travailler pendant 3 jours, ont donné donc comme titre pour l'exposition Aucun de ces mots ne sera brisé. Donc c'était, voilà, avec Alicia, on a eu énormément de conversations autour de justement du visage, de l'os, etc., de ces notions de patrie. Et donc j'ai pu, habiter par la mémoire comme par l'énergie spirituelle, je dirais cette Louve, compte tenu du lieu aussi où je me trouvais, puisque j'étais en face donc de Saint-Séverin avec une Pietà qui priait toute la journée, qui était d'origine polonaise. Et c'est vrai que pendant ces 3 jours, on s'observait énormément. Et je dirais que le plus beau cadeau que j'ai pu vivre à ce moment-là, c'est que le jour du vernissage, le matin, elle est venue me voir et elle m'a demandé ce que je faisais. Et je lui ai présenté le travail et on s'est rendu compte que pendant ces 3 jours, en fait, on était toutes les deux en méditation. Donc ça a été une très très belle rencontre féminine et symbolique pour moi, pour clôturer, je dirais, ce que j'appelle quelque part le dernier point d'orgue de cette série.